Alors, bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Linda Saint-Pierre. Donc, je vous souhaite la bienvenue tant pour les personnes en présence que pour les personnes en web diffusion. Alors, nous sommes à l'activité « Adapter l'environnement de travail » pour favoriser la santé mentale du personnel scolaire, alors thématique très importante. Avant de vous présenter les conférenciers, l'activité est de 75 minutes. Alors, nous avons quelques consignes à vous fournir, puis on vous reviendra. Donc, après une heure laissée aux conférenciers, il y aura une période de questions de 15 minutes à la fin de la présentation. Alors, pour les participants qui sont en présence, bien, il faudra vous déplacer vers le micro, comme tout à l'heure. Pour les participants en web diffusion, alors vous pourrez poser une question en cours de route, en cours d'activité, dans le clavardage, et Jacinthe, notre assistante, va pouvoir cibler les questions, et vous serez interpellé, là, on dira votre nom, lorsque viendra le temps, pour que vous puissiez poser vous-même votre question. Alors, je vous présente sans plus tarder Simon Vivier, alors, qui est professeur titulaire à l'École de counseling et d'orientation à l'Université Laval. Bienvenue, merci. Et Nathalie Morel, qui est enseignante retraitée et ex-vice-présidente à la vie professionnelle de la Fédération autonome de l'enseignement. Alors, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici. Merci au CETREC pour l'invitation à participer à ce symposium sur le transfert des connaissances en éducation. Donc, ça me fait plaisir de faire la présentation avec Nathalie Morel de la Fédération autonome de l'enseignement. Ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble dans une perspective de recherche collaborative sur la question de la santé mentale au travail. Et donc, on a décidé tous les deux de vous proposer une conférence aujourd'hui autour essentiellement des résultats d'une recherche partenariale qui a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui visait à documenter des actions collectives sur l'organisation du travail. Donc, essentiellement, comment des enseignantes et des enseignants en sont arrivés à adapter leur environnement de travail pour favoriser leur santé mentale. Donc, la thématique, s'adapter pour mieux réussir, on a voulu aujourd'hui un peu mettre en discussion cette idée-là de l'adaptation, qui doit s'adapter à quoi, dans quelle perspective, et donc mettre en discussion le fait qu'il y a tout intérêt pour favoriser la santé mentale des personnels scolaires, non pas nécessairement à promouvoir l'adaptation individuelle des personnes au contexte, mais aussi, et peut-être surtout, à adapter les contextes de travail pour favoriser la santé mentale du personnel scolaire. Donc, essentiellement, c'est une thèse qu'on va déployer à travers la présentation de différents résultats de recherche. Dans le résumé, on a affiché une phrase à l'écran. Ça résume grosso modo cette idée que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que la santé mentale est encore aujourd'hui largement perçue comme un état découlant de la capacité d'adaptation des personnes à leur environnement, à construire leur bonheur, peu importe les circonstances. Mais est-ce un signe d'une bonne santé mentale que d'être adapté à un environnement de travail malade, pour paraphraser un penseur qui s'appelle Jiddu Krishnamurti? Donc, la présentation va aller comme suit. On va avoir quelques éléments de mise en contexte. Donc, d'où on part, quels ont été nos travaux au fil des années, notre équipe de recherche et la Fédération autonome de l'enseignement, placer aussi évidemment les définitions, donc de où on parle en termes théoriques. Ensuite, on fera un bref état de situation des situations de travail à risque qui sont documentées, les situations de travail à risque pour la santé mentale en milieu scolaire. Mais essentiellement, là, on va s'attarder aux points 3 et 4 qui rapportent des résultats de recherche. Donc, une première sur santé mentale, pouvoir d'agir collectif et organisation du travail. Et une deuxième qui est en cours, un projet pilote de recherche-intervention pour favoriser la prévention des problèmes de santé mentale chez le personnel enseignant. Donc, je laisse Nathalie présenter le contexte. Est-ce que ça marche? Ouais. J'avais pas de petit bouton. Alors, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Contente d'être avec vous. Tout à l'heure, quand on m'a présenté, première fois que je fais une présentation depuis que je suis à la retraite. Alors, comme dirait Mme Charret, il y a quelque chose qui tombe. J'ai beaucoup moins de stress, mais en même temps, un plaisir renouvelé parce que j'ai un peu de recul. Je suis à la retraite depuis la fin juin.
Et en me préparant à la rencontre avec Simon, bien sûr, j'ai replongé dans ces travaux-là qui, de mon expérience à moi, est un des dossiers les plus concrets et un des dossiers les plus utiles, je pense, que la FAE a mené au cours des 10 dernières années. J'ai connu Simon après avoir pris connaissance d'un ouvrage qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle « L'école en souffrance ». Alors, si vous n'avez pas lu ce merveilleux travail de recherche, ils en ont fait un livre. C'est Mme Maranda, Marie-France Maranda, qui est maintenant retraitée, qui était ici, qui occupait d'ailleurs le poste que Simon occupe maintenant aujourd'hui. Et j'avais donc eu connaissance comme enseignante à la Commission scolaire de Montréal, lors d'un colloque pédagogique de mon syndicat, l'Alliance des professeurs de Montréal, de cet ouvrage-là. J'avais assisté à une présentation. Et ça m'avait vraiment beaucoup interpellée parce que j'entendais dans cet ouvrage des choses que je vivais au quotidien. Ça mettait des mots sur mes mots, M-A-U-X. Et ça le faisait d'une façon où je me sentais beaucoup moins coupable. Comme enseignante, j'ai comme réalisé que, il y a quelque chose derrière ça. C'est une profession, la profession enseignante, où il y a des situations documentées à risque pour ma santé mentale. Une fois qu'on se dit ça, si on reste dans cette posture-là, j'ai écrit quelque part dans la présentation, mais je vais vous le dire tout de suite, la conscientisation sans action mène à la dépression. Et moi, je me sentais comme ça, comme enseignante. Je me sentais dépossédée de mon métier, puis je me sentais responsable et coupable de ça. Fait que je me démenais pour faire mieux, pour faire plus. J'étais vraiment dans, je pense qu'on l'est beaucoup, probablement aussi un dérivé d'une profession à prédominance féminine. Beaucoup dans le don de soi, beaucoup dans prendre soin des autres, m'occuper des autres, mais comme disait Mme Charret tout à l'heure, moins m'occuper de moi. Et c'est ça, je faisais comme plein de mes collègues toutes sortes de choses qui étaient à la fois des mécanismes de défense, à la fois une forme de présentéisme. Donc j'étais là, mais j'étais pas toute là. Il y a des bouts où je devais me déconnecter parce qu'au niveau des émotions, c'était trop difficile. Et là, je suis devenue vice-présidente de l'Alliance, présidente de l'Alliance et je suis retournée à l'enseignement. Puis en 2013, je suis devenue vice-présidente à la vie professionnelle de la Fédération autonome de l'enseignement. Et une des choses que j'ai dites à mes collègues, le dossier de la santé mentale, il faut en faire une priorité parce que ce que les profs nous disent au quotidien quand on va les visiter, quand ils sont présents dans les réunions, dans nos instances, c'est documenté. Ça porte un nom, c'est la psychodynamique du travail. Il y a des situations à risque pour notre santé mentale. Elles sont connues, ces situations-là, puis on peut travailler pour améliorer la situation ensemble. Arrêtons de porter ça individuellement et collectivement, travaillons pour améliorer notre sort, améliorer le sort de nos élèves, améliorer le sort de l'école. Donc, dans une perspective très positive, très proactive, on a donc commencé à travailler ensemble. Donc, vous voyez là, les autres recherches 2009-2014, lien avec la FAE. Ce qu'on a fait de façon, je dirais, prioritaire, c'est qu'on a réuni, on a fait un grand rassemblement de personnes déléguées pour que Simon et Marie-France viennent présenter leurs travaux de recherche. Donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Ça a été vraiment phénoménal. On avait fait des ateliers. On a réussi dans cette journée-là, à recevoir en direct. Tout le monde avait son ordi. On recevait des résultats d'ateliers. Les profs ont été très généreux. Fait que déjà, on est parti en se disant, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là de très, très, très actif. Et ça a donné lieu à une recherche partenariale. Donc, tout à l'heure, Simon en parlait, qui s'est déroulée de 2019 à 2021. Il y a eu comme une petite pandémie, fait qu'on a été, disons, un peu décalé dans nos travaux. Je dirais qu'on a terminé en 2021 et vraiment, ça a été quelque chose qui a été très concret et qui nous a permis, ce sera aujourd'hui dans la mise en contexte, je dirais, le clou de notre présentation, à quelque chose de phénoménal dont on est très fiers. C'est qu'on a réussi à inscrire dans notre contrat de travail, donc lors de la dernière négociation nationale, alors on parle du comité patronal de négociation des commissions scolaires francophones, le CPNCF, ministère de l'Éducation, Fédé des centres de services scolaires,
un projet pilote de recherche, intervention portant sur la santé mentale du personnel enseignant, donc patronal syndical, ce qui est assez rare. Hein? C'est assez rare qu'on réussisse à s'entendre sur des enjeux comme ceux-là, qui, oui, sont périlleux pour tout le monde. Parce que oui, il y a des responsabilités de part et d'autre. Je ne suis pas ici pour vous dire que c'est juste de la faute des méchants patrons. Je ne suis pas là-dedans du tout. On est dans un système. Tout le monde, dans ce système-là, fait de son mieux, essaie de, mais souvent, on perpétue des choses qui sont nocives. Puis, en quelque part, c'est dur de s'en sortir. Donc, quand on choisit ensemble d'avoir un langage commun, de travailler ensemble, et que ça, vous allez le voir, ça va jusque dans les écoles. Donc, on s'en va sur le terrain. Bien, pour moi, il n'y a rien de plus porteur. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, essentiellement, Nathalie a aussi redressé le plan de la présentation. Je reviens à quelques éléments théoriques. Je le disais tout à l'heure, lorsque l'on questionne la question de la santé mentale au travail, bien, il y a différentes perspectives avec lesquelles on peut regarder. Évidemment, c'est une manière schématique de présenter les choses, mais on peut s'attarder aux individus à proprement parler. Si on regarde, par exemple, une enseignante ou un enseignant dans une école, on peut se dire, bien, il est émotif ou elle est émotive, elle n'est pas vraiment faite pour le secteur de l'éducation, elle n'a pas ce qu'il faut, elle n'est pas capable de s'adapter, elle n'est pas résiliente, etc. Elle a des difficultés personnelles. Donc, on peut choisir... et c'est beaucoup ce que l'on entend, malheureusement, de moins en moins par ailleurs, c'est encourageant, mais on peut choisir de regarder strictement les individus. Mais lorsqu'on s'attarde au contexte dans lequel ces personnes-là vivent, ça nous permet de mettre les choses en perspective. Donc, ce qui peut apparaître une réaction anormale lorsqu'on fait abstraction du contexte, donc la personne est particulièrement émotive, quand on tient compte du contexte, bien, ces réactions-là peuvent apparaître non seulement normales, le fait d'être en colère, irrité, triste. Donc, ça peut être non seulement perçu comme étant normal, mais ça peut paraître sain également, pour reprendre ce que disait Mme Charret tout à l'heure. Les émotions sont un signe, parfois, qu'il peut y avoir une situation qui est soit tout à fait normale ou soit tout à fait anormale. Donc, la prise en compte du contexte est extrêmement importante. Or, ce que l'on voit en termes de pratiques de prévention en matière de santé mentale au travail, encore une fois, je présente les choses de manière schématique, il y a différentes nuances, puis l'idée n'est pas de mettre dos à dos les différentes perspectives, mais il peut y avoir une tendance à avoir des pratiques de prévention axées sur l'adaptation, justement, des individus à leur environnement. C'est une approche qui est encore fortement préconisée. Donc, on va outiller, par exemple, on va former les enseignants. La question de la formation, par exemple, des enseignants est très préconisée sur comment on arrive à faire face au stress, comment on arrive à être plus résilient, comment on arrive à être plus optimiste, à être plus compétent émotionnellement, etc. Donc, on peut certainement miser sur ce type de prévention-là qui ne nuit pas. Mais ce que montre la littérature scientifique, c'est que ce type de pratique de prévention-là est insuffisant lorsque les contextes sont particulièrement adverses pour les personnes. Donc, il y a une nécessité de s'intéresser aussi, et c'est ce qui a été fait dans les dernières années par différents organismes, aux pratiques de prévention sur l'adaptation de l'environnement de travail aux individus. On est plus dans une perspective qu'on va qualifier d'ergonomique à ce moment-là, un peu à l'image de l'ergonome qui vient vérifier notre environnement physique de travail, qui nous aide à adapter le bureau, etc. La perspective des accommodements pour les étudiants en situation de handicap, c'est aussi là, c'est adapter leur environnement pour qu'ils soient en mesure de faire quelque chose. Donc, cette perspective-là d'adapter l'environnement de travail aux individus est quand même de plus en plus présente et est nécessaire à intégrer dans la réflexion sur la santé mentale au travail. On sait notamment, il y a eu la modification de la loi sur la santé et sécurité du travail il y a 2 ans, je pense, qui intègre désormais l'obligation pour toutes les entreprises, toutes les organisations au Québec de prévenir ce qu'on appelle des risques psychosociaux. Donc, c'est des risques qui sont présents dans l'environnement de travail et qui sont de l'ordre de l'organisation du travail et qui sont reconnus scientifiquement pour engendrer une détérioration de la santé mentale. On pense, par exemple, à la faible latitude décisionnelle. On pense au manque de reconnaissance. On pense au manque de soutien social ou à la demande psychologique. C'est les grands facteurs là, qui sont reconnus dans la littérature scientifique. Donc, il va y avoir un défi pour l'ensemble des organisations. C'est vrai pour les écoles, les centres de services scolaires. C'est vrai pour l'ensemble des organisations au Québec, d'arriver à trouver des manières de prévenir et justement d'adapter l'environnement de travail pour rendre ces environnements-là plus favorables à la santé mentale des personnels.
Nous, ce à quoi on s'est intéressé avec la FAE, c'est, on s'est dit, bien, l'environnement, il est créé par les individus. Il n'existe pas un environnement qui fait abstraction de l'activité que les individus ont sur leur environnement. L'environnement dans lequel, en ce moment, on œuvre, il a été créé par des humains, il a été créé par des collègues. Notre environnement, les uns par rapport aux autres, en ce moment, la disposition dans laquelle on y participe. Nous choisissons. Vous choisissez de rester assis en ce moment. Vous choisissez d'être assis à tel ou tel endroit. Donc, on ne peut pas faire abstraction du fait que nous avons individuellement et collectivement un pouvoir sur la création de l'environnement. Donc, ce qu'on s'est posé comme question et qui va mener à la présentation de la recherche tout à l'heure, c'est comment on arrive à justement modifier ces environnements de travail-là collectivement de manière à ce que ce soit plus viable. Et c'est tout à fait en lien avec la définition, je dirais, notre approche théorique. Je prends le temps quand même de dire 2 mots sur des éléments de définition. Comment on définit la santé mentale? Ça recoupe un peu ce que disait Mme Charret tout à l'heure, mais on a voulu sortir explicitement d'une perspective qu'on pourrait dire biomédicale de la santé, où on va tenter de mesurer des symptômes concrets chez les personnes. On s'est dit, on va adopter une définition plus, on va dire, philosophique ou psychologique, où on va définir la santé comme étant le sentiment éprouvé lorsqu'on se sent vivant, lorsqu'on se sent avoir un contrôle sur notre environnement, lorsqu'on sent que on est capable de faire une différence dans le cours des choses. Autrement, c'est très lié à la question de la reconnaissance. On sent qu'on est capable d'être utile, de pouvoir faire avancer les choses qui sont importantes pour soi. Donc, un pouvoir d'agir sur ce qui est ou devient normal dans son milieu de vie. Faire en sorte que le milieu puisse être adapté aux aspirations qu'on a. Et Mme Charret le disait tout à l'heure, en milieu scolaire, on a des aspirations, on a un projet collectif, on a une vision. Comment faire en sorte que l'école soit effectivement adaptée pour répondre à nos aspirations? Donc, c'est un peu ça l'idée de la santé mentale. C'est très lié au pouvoir d'agir sur le normal, sur le pouvoir d'agir sur nos situations. Donc, quand on est du côté davantage de la maladie, on est dans le fait d'être impuissant devant une situation. Lorsqu'on sent qu'on est obligé de subir une situation, qu'on doit la tolérer, on fait casque bas, puis on dit, bien, OK, on va se replier, puis on va tolérer la situation. On n'est pas à ce moment-là dans une situation de santé mentale. Donc, ce qu'on va essayer de promouvoir, c'est davantage un pouvoir d'agir sur son milieu. Or, il y a ce qu'on a appelé avec des travaux, je vois ma collègue Lucie Héon qui a participé au livre « L'école en souffrance ». Dans l'école en souffrance, on avait identifié des situations de travail à risque pour la santé mentale. De quoi on parle quand on parle de situations de travail à risque pour la santé mentale? On parle de situations qui sont composées de contraintes de l'organisation du travail. On pense aux ressources, on pense à la division des rôles et responsabilités, on pense à la question de la charge de travail. Donc, des composantes de l'organisation du travail qui génèrent ce qu'on appelle une souffrance pathogène, c'est-à-dire une souffrance qu'on est obligé de tolérer. On est toujours contrarié, on a envie de la souffrance au quotidien, mais la plupart du temps, on est capable de passer par-dessus. On a ce qu'il faut pour faire face aux situations, pour faire face aux défis qui se présentent devant nous, pour faire face à l'échec. Mais parfois, on est systématiquement confronté à l'échec et on n'a pas les ressources pour faire face à ces situations-là. Et dans ce temps-là, la souffrance va nous mener à la maladie, qui va se déployer de différentes manières. Ça peut être physique ou psychologique. Et ces situations de travail à risque-là, donc les éléments d'organisation du travail, peuvent être entretenus par ce qu'on a appelé des stratégies défensives. De quoi on parle quand on parle de stratégies défensives? On parle de gestes qui sont posés, des conduites qui sont adoptées, plus ou moins consciemment, mais pour se protéger. Pour éviter, Nathalie le disait à l'instant, mais pour éviter de ressentir cette souffrance vive et intense-là au quotidien. Pour pouvoir continuer à travailler malgré tout, bien, on tente de s'adapter au contexte, à l'environnement de travail pour pouvoir tenir. C'est évidemment une solution de pis-aller. Ce n'est pas une solution proactive, mais c'est une position, d'une certaine manière, de repli psychologique. On essaie de se protéger, de préserver ce qui nous reste de santé et de sens au travail. Mais malheureusement, en s'adaptant à ce qui est un environnement qui génère de la souffrance, bien forcément, on n'agit pas sur les sources de la souffrance. Donc, on n'agit pas en prévention primaire, d'une certaine manière, pour éviter que se reproduisent des situations de travail à risque pour la santé mentale. Et donc, ça participe de manière insidieuse à rendre invisibles les problèmes qui sont liés à l'organisation du travail. Je passe rapidement là, sur les situations de travail à risque parce que je vois que le temps file, puis je veux qu'on arrive rapidement à
je dirais, le caractère très constructif du travail qu'on a mené avec la FAE. Mais on a documenté, donc, 2009 à 2014, des situations de travail à risque qui sont largement connues. On n'a vraiment pas réinventé la roue. On a juste documenté qualitativement, en fait, des situations qui, effectivement, sont présentes en milieu scolaire. Pas présentes partout, tout le temps, pour tout le monde, dans la même intensité, mais qui sont néanmoins présentes. Et lorsqu'elles sont présentes, bien, elles peuvent participer à la détérioration de la santé mentale. Donc, on parle de la lourdeur du travail, le poids du trop, par exemple, la question, on l'évoquait tout à l'heure, du nombre d'élèves en difficulté dans les classes dites régulières, qui a augmenté, des élèves avec des plans d'intervention qui peuvent se retrouver jusqu'à la moitié de la classe. Donc, c'est difficile, évidemment, à gérer pour les enseignantes et les enseignants. Et le poids du manque, bien, c'est le poids du manque de ressources pour pouvoir faire face à ce genre de situation-là. Je les passe rapidement. La deuxième situation, c'est les pressions et le contrôle du temps. Évidemment, je disais récemment à des collègues que je suis tout à fait admiratif du fait que les enseignantes et les enseignants ont si peu de temps pour préparer leur classe. Ils manquent de temps pour pouvoir arriver à faire le travail. Or, il y a la tâche prescrite, ce qu'on doit faire comme enseignante, comme enseignant, puis c'est vrai pour l'ensemble des personnels scolaires, hein, mais il y a la tâche prescrite, mais il y a le réel. Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Encore une fois, je fais un lien avec ce que Mme Charette tout à l'heure disait. On a une to-do list en début de journée, puis on prévoit faire ça. Bien, il y a un tas d'imprévus qui arrivent qui fait en sorte que ça nous déstabilise. Donc, la charge de travail, elle est extrêmement difficile à quantifier, à qualifier. Mais ça met évidemment beaucoup de pression. Et sur la question du temps de travail, notamment à l'époque, début des années 2010, il y avait toute la question du minutage de la tâche qui paraissait, la minutage de la tâche des enseignants, qui paraissait comme une absurdité dans un contexte où vous avez l'impression de donner, de travailler les fins de semaine, de travailler les soirs, etc. Donc ça génère une situation néfaste pour la santé mentale. La complexité du travail, la confusion des rôles, dans la mesure où on travaille de plus en plus avec des équipes écoles, des professionnels, du personnel de soutien, des gens du milieu de la santé qui viennent dans les classes, etc. Où sont les rôles? Qui fait quoi quand? D'une part, puis d'autre part, il y a une confusion aussi des rôles. C'est-à-dire que parfois, par manque de ressources, les enseignantes et les enseignants sont pris pour faire du travail social, de conseiller, conseillère d'orientation, de techniciens en éducation spécialisée. Donc, ça génère parfois une confusion des rôles. De l'organisation bureaucratisée à la désorganisation, c'est tout le fonctionnement bureaucratique là, auquel peuvent être confrontés les personnels scolaires. Je n'irai pas plus loin là-dessus, mais ça pèse aussi, c'est irritant. Ce n'est pas nécessairement épuisant, mais c'est irritant. Le non-respect et la violence, on en parle beaucoup dans les médias ces jours-ci. À l'époque, on avait documenté autant ce que pouvait faire la violence des enfants sur les personnels, mais aussi la violence des parents. Parfois, puis c'est pas toujours de la violence qui est verbale, qui est explicite, mais parfois des diverses formes de harcèlement ou d'intimidation de la part des parents. Ça peut être de la part de collègues. Hein, on l'a documenté aussi. Les enseignants ne sont pas toujours les plus doux les uns envers les autres. La salle de classe est parfois un lieu où il peut y avoir différentes formes de violence psychologique des uns envers les autres. Puis enfin, la violence qui est institutionnelle, le fait de se sentir comme un numéro dans un système où on nous dépersonnalise, où on ne nous considère pas nécessairement comme une personne, un être humain à part entière. Et finalement, la précarité du travail puis de l'emploi, à l'époque, on parlait davantage de précarité. Maintenant, on parle beaucoup de pénurie. Mais toute la question, par exemple, d'avoir différentes planifications à faire, d'avoir plusieurs groupes. J'étais dans une école hier pour justement un projet de recherche-intervention et on parlait encore de cette idée que les tâches sont parfois inéquitables, hein, que les plus anciens ont parfois, c'est pas toujours vrai, ont parfois les classes, les groupes les plus faciles, alors que les plus jeunes vont recevoir des classes où on a différentes planifications à faire. Donc ça, c'est les éléments d'organisation d'organisation du travail qu'on a documentés. Qu'est-ce que ça génère comme affect? Se sentir dépassé, coupable, honteux. Hein? Nathalie le disait tout à l'heure, la crainte du jugement, de recevoir des reproches, d'être infantilisé, remise en doute, sentir vulnérable, l'anxiété, là, j'y vais en vrac, là, évidemment, mais vous voyez qu'il y a une panoplie d'affects que ça peut générer chez l'être humain. Et forcément, personne n'est capable de tolérer ces affects-là sur une base régulière. On ne peut pas systématiquement arriver au travail et se sentir vulnérable, et se sentir coupable, honteux, incapable d'y arriver. À un moment donné, psychiquement, notre corps réagit
et va mettre en place soit des mécanismes de défense, soit des stratégies défensives. Et c'est ce qui nous mène donc au concept de stratégie défensive qu'on a documenté dans le milieu scolaire, qui sont de deux ordres. J'y vais rapidement, mais des stratégies qu'on a appelées palliatives, c'est-à-dire qu'on pallie les manques, on pallie les dysfonctions de l'organisation du travail. Le fait, par exemple, je disais tout à l'heure, si on manque de ressources de travailleuses sociales, bien, on va faire comme enseignant du travail psychosocial avec l'enfant. On ne peut pas laisser l'enfant qui s'est fait battre la veille par ses parents seul à pleurer sous prétexte qu'il n'y a pas de travailleur social dans l'école. Forcément, comme être humain, il faut réagir. Donc, forcément, on met en place des stratégies qui nous amènent à pallier les dysfonctions de l'organisation du travail, parfois en douce, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne devrait peut-être pas faire ce travail-là, puisque c'est un acte, par exemple, qui peut être réservé à certains professionnels, mais on le fait quand même. On peut se retrouver dans une dynamique d'hyper-travail, en faire toujours plus pour pouvoir travailler puis pour pouvoir garder un sens malgré tout. Ou encore, ce qu'on a pu observer, c'est tout un discours positif où on se dit on ne va pas regarder les problèmes, on va juste regarder les solutions. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les stratégies palliatives. Mais il y a aussi, et c'est plus connu, les stratégies réactives, c'est-à-dire se retirer psychiquement. Des gens qui vont dire, je vais faire mon 9 à 5. J'en donnerai pas plus, puisque sinon, j'y arriverai pas. C'est vraiment une manière de se protéger. On se met une carapace d'une certaine manière. Donc, on va se désengager de son activité de travail, puisque cette activité-là de travail nous fait souffrir. Ou encore, on va prendre des congés, ou on va prendre une retraite anticipée, ou on va carrément décrocher. Donc, la question du retrait, là, ça fait partie de ce qu'on a identifié comme étant des stratégies défensives. Mais on le disait tout à l'heure, les stratégies défensives ne modifient pas à la source. Puis ce qui aide à bien comprendre, c'est l'image de la grenouille dans un chaudron que l'on connaît tous. L'idée que lorsqu'on met une grenouille dans une casserole, par exemple, sur un rond, et que tranquillement on fait monter la chaleur, la grenouille, elle va s'adapter à la chaleur. Donc, elle n'aura pas pour réflexe de sortir, même s'il commence à faire chaud dans la casserole, puisqu'elle s'adapte à son environnement d'une certaine manière. Alors que pour la même chaleur, à un point X, si on mettait une grenouille qui n'a jamais été dans cette eau-là, dans l'eau chaude, elle va fuir tout de suite. Donc, on ne se rend pas compte qu'on s'adapte parfois et que la soupe est chaude, que l'eau est chaude. Et donc, les stratégies défensives participent à faire en sorte qu'on ne sent plus que la soupe est chaude, que l'eau est chaude. J'ai repéré un petit dessin sur Internet où deux grenouilles vont dire, il y en a une qui dit à l'autre, j'ai les pieds qui chauffent, c'est inquiétant, non. Et quelqu'un qui dit, l'autre qui dit, il faut garder la tête froide, tout ira bien. Je trouvais que ça illustrait bien l'idée du discours positif. On va se convaincre que tout est correct pour pouvoir y arriver. Il y a évidemment l'option de la fuite, mais est-ce qu'on va fuir? Est-ce que le fait de fuir change les choses? Non. Et donc, l'idée derrière ce qu'on va documenter, puis ce dont Nathalie va nous parler à l'instant, c'est de dire si les grenouilles pouvaient faire en sorte de changer le thermostat et de faire descendre la température pour faire descendre la température de l'eau. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé pour sortir des impasses défensives, pour modifier l'organisation du travail. Et donc, ce qu'on a remarqué lorsqu'on a rencontré les personnes déléguées, Nathalie évoquait un grand rassemblement qu'on avait organisé. On a remarqué qu'il y en a des enseignants qui agissent pour modifier l'organisation du travail et qui refusent d'être dans des dynamiques défensives et qui modifient leur contexte pour le bien-être, pour leur propre bien-être, mais aussi pour le bien-être des élèves et de l'ensemble de l'école. Donc, on s'est dit, on va les répertorier, ces actions-là, on va les documenter, on va essayer de comprendre c'est quoi les conditions qui mènent à ça. Et c'est de ça dont va nous parler Nathalie à l'instant. Donc, je passe tout de suite aux objectifs de recherche, si tu es d'accord, Nathalie. Oui, excellent. Je voulais juste peut-être compléter un petit... je m'étais mis une petite note parce qu'on l'a entendu très souvent, puis je trouve ça important, le fameux discours positif. Très, très, très actuel, très actuel. Pour paraphraser un ex-ministre, tout va bien, une rentrée scolaire en pleine COVID, où on entend ça comme prof quand on est sur le terrain ou autre personnel de l'éducation. Là, vous comprendrez que je suis enseignante et je représente les enseignants, mais je sais que c'est vrai pour les autres collègues aussi. Moi, personnellement, je trouve ça très violent. Parce que quand ça nie notre réalité, quand ça nie ce qu'on vit, mais que ça vient d'en haut,
c'est difficile, c'est très difficile de vivre avec ça. Fait que moi, ce fameux discours positif-là, je l'ai toujours qualifié de très violent. Oui, parce que ça nie la réalité, puis en plus, pour moi, c'est aussi ce qu'on vit beaucoup en éducation, de valoriser une forme d'héroïsation. Tu sais, qu'il faut être des héros, il faut être plus grand que nature, là, puis cette notion-là de... puis encore, dans les médias, chaque semaine, on en voit, on entend ça, tu sais. Le super bon prof, c'est celui qui se donne, là, qui fait des choses le soir, les fins de semaine, qui est dans le super projet du super, super, super. Là. Ça ne finit plus là, dans les superlatifs. Et en quelque part, je ne peux pas faire autrement que dire, bien, c'est sûr que les gens font ça, puis ça part d'un bon fond. Là. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais s'arrêter pour réfléchir à ce que ça fait au groupe, à l'ensemble, cette idée-là de se pousser. Et moi, je pense que ça part de nous. Ça part de nous, les personnels. Ça part de nous. C'est dans le sens d'être bon envers soi. Puis c'est correct de faire notre travail dans l'école, dans notre semaine régulière et de se dire, je m'en vais chez moi après. J'ai une vie. Je suis aussi une maman, une conjointe, une fille, un garçon. C'est cette idée-là d'arrêter c'est ça, de faire de héros ceux qui, dans le fond, n'ont plus de vie. mais c'est un peu, tu sais, comme de sortir de cette idée-là de la vocation. Puis, je reviens en arrière. Nous autres, on a fait une présentation à l'école d'Émilie Bordelot à la Fédé pour prendre conscience de cette idée-là. Oui, l'école, ça a déjà été des religieuses. Oui, ça a déjà été des gens qui ne vivaient que pour ça, mais c'est plus ça. Est-ce qu'on est vraiment sorti de ça? Des fois, je me le demande. Fait que je trouve que c'est aussi ça, le discours positif, puis je trouve que c'est important au moins d'en prendre conscience. Parce que oui, les bons coups, c'est super. Oui, de parler de ce qui va bien, c'est super. Mais on peut-tu aussi se dire qu'il y a des choses qui vont moins bien, puis on veut les améliorer. Donc, dans un esprit vraiment de changement, d'adaptation, mais positive. Alors donc, notre recherche, quel pouvoir d'agir collectif? Je pense que j'irai peut-être au lutrin, ça te va-tu? Oui, parfait. Pas de souci. Comment cette année d'être assise? Merci beaucoup, Simon. Donc, on a décidé de documenter, comme le disait Simon. Je pense que ce micro-là fonctionnerait. Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup. De documenter ce que les profs nous avaient dit lors du rassemblement de personnes déléguées. Alors, on en a fait une grande recherche partenariale dont les objectifs étaient les suivants. On voulait, en plus de répertorier ces actions-là, qui, bien sûr, étaient dédiées à ce qui entrave notre santé mentale. On part toujours de la prémisse des situations de travail à risque. On voulait aussi que les profs nous donnent des exemples concrets, parce qu'on était vraiment, là, moi, la Fédé, comme vice-présidente à la vie professionnelle, mon objectif, c'était de bâtir des outils. C'était de faire des résultats de cette recherche-là quelque chose de concret que les gens, que les profs auraient entre les mains pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir animer des rencontres, pour aller au comité de participation des enseignants dans l'école, dans le centre. On parle souvent de l'école, mais c'est aussi pour les profs de DA, de l'AFP. Donc, pour que tout le monde puisse avoir des choses concrètes pour les aider. Alors, mon idée, je vais vous le dire, j'arrive déjà avec un punch, c'était de faire des petits guides, d'avoir des guides. On est vraiment dans la réflexion, on est vraiment dans l'inspiration. On n'est pas dans la commande, on ne veut pas reproduire ce qu'on a dit qui était dommageable pour la santé mentale. Fait qu'on ne veut pas tomber dans les dictats, on veut que les gens puissent avoir des outils puissent réfléchir, mais surtout puissent agir. Alors, c'est important, cette recherche-là, c'était vraiment dans ce sens de pouvoir d'agir collectif. Et finalement, pour faire ça, on a travaillé à dégager des innovations porteuses sur le plan d'action collective, mais en faisant un dialogue avec des experts de l'Organisation des pratiques syndicales, entre autres notre équipe de chercheurs, mais aussi avec des gens du secteur de la santé et services sociaux, parce qu'on voyait souvent beaucoup de liens entre les travailleurs de ces deux grands réseaux que sont santé, services sociaux et éducation. Et pour faire un parallèle, je peux vous dire que quand la réforme en éducation des années 2000 est arrivée, il y en a beaucoup qui ont fait des liens avec le virage ambulatoire, donc la réforme que la santé venait de vivre quelques années avant nous.
On a eu 3 phases dans ce projet de recherche-là. La première phase, c'était une consultation en ligne. La seconde, c'était des entretiens individuels, donc avec l'équipe de chercheurs. Vous comprendrez que nous, comme représentants, là, on est hors ça. Là. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas à la table. Ce n'est pas nous qui faisons la recherche. C'est une recherche partenariale, donc des entretiens individuels avec les enseignantes et enseignants qui avaient participé aux consultations en ligne. Et après ça, dans l'échange avec les gens santé et services sociaux, on a appelé ça des laboratoires de pratique. Alors, c'est là qu'on a construit, en fait, des récits à partir de ce qu'on avait eu comme matériel. Et 10 récits de pratique sont issus de nos travaux. On a choisi, juste un peu avant que je quitte, donc durant l'année 21-22, on a choisi de les enregistrer, ces récits de pratique, pour en faire là aussi des outils, encore une fois, inspirants. Et donc, dans notre présentation aujourd'hui, on a choisi de vous en faire écouter un. Alors, il porte pour titre « Emploi et bénévolat ». Vous allez voir, tout est dans tout. Et bien voilà, si la dame qui m'a dit qu'elle s'occupait, merci beaucoup, on peut l'écouter. C'est ça, c'est le 3e. Vous allez entendre le récit d'une action inspirante menée par une enseignante ou un enseignant afin de préserver sa santé mentale et exercer son pouvoir d'agir. Ces récits ont été recueillis lors d'une recherche partenariale entre la FAE et 3 chercheurs en santé mentale. Espérons que cela vous donnera des idées et surtout de l'espoir. Est-ce que les profs devraient travailler gratuitement juste parce que leur emploi les amène parfois à l'extérieur de la salle de classe? Bien évidemment que non, mais on dirait que plusieurs pensent que c'est le cas. Ils sont tellement généreux, les profs. Voici l'histoire de Mireille. Elle enseigne au 3e cycle du primaire. Comme c'est le cas dans de nombreuses écoles, ses collègues et elle organisent chaque année des sorties éducatives pour leurs élèves, au-delà, bien sûr, de ce qui est exigé par le programme. Ces sorties permettent aux élèves, surtout pour ceux de milieux défavorisés comme celui où Mireille enseigne, de vivre des expériences enrichissantes et d'apprendre en dehors de l'école. Les profs y participaient de manière volontaire depuis plusieurs années, même si l'organisation de ces sorties est une lourde tâche. D'autant plus que les heures investies, souvent en dehors des heures normales de travail, sont rarement toutes reconnues. Il y a 4 ans, Mireille et 2 de ses collègues ont organisé et accompagné les élèves pour un voyage scolaire qui demandait un investissement encore plus grand que d'habitude. Les 3 enseignantes ont demandé à la direction une compensation du temps investi. La direction a accepté, d'autant qu'elle se montre très fière que son école organise un tel voyage. Le problème est que cette entente est intervenue à l'amiable et que les conditions de reconnaissance de ce temps n'ont pas été spécifiées. Une fois le voyage réalisé, une surprise de taille les attendait. Lorsque la collègue de Mireille a demandé sa compensation à la direction, celle-ci a refusé et a plutôt proposé de reprendre le temps sur les 3 journées pédagogiques de la fin de l'année. Mais comme vous le savez, ces journées pédagogiques sont toujours bien remplies. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mireille et ses collègues se sont sentis dupés et elles l'ont reçu comme un manque de reconnaissance de l'importance de leur charge de travail et aussi de l'importance des journées de travail que sont les journées pédagogiques. Devant cette situation inacceptable, Mireille, déléguée syndicale depuis peu, en compagnie d'une autre collègue, a demandé une rencontre formelle avec la direction. Elles ont réclamé, à nouveau, vouloir être compensées en temps présence élève. Encore une fois, leur demande a été refusée. La direction leur a alors indiqué que cette entente était consignée dans le procès-verbal de leur réunion du comité de participation des enseignants, sans qu'aucune modalité de compensation soit précisée. De l'avis même de leur syndicat, du moins du point de vue légal, la direction avait raison. Toutefois,
le responsable syndical leur a aussi rappelé que l'obligation n'est pas de faire des sorties éducatives, mais bien des activités éducatives. Au retour des vacances d'été, Mireille a décidé de rencontrer les collègues enseignants de son cycle. D'un commun accord, ils ont alors décidé de ne plus faire de sorties éducatives avec les élèves et de se limiter à des activités, comme de faire venir un organisme à l'école. Ils ont expliqué leur décision à l'Assemblée du personnel enseignant. Les échanges autour de cette prise de position ont fait boule de neige auprès des profs des 2 autres cycles qui avaient vécu une expérience semblable. La plupart ont décidé de se joindre au mouvement. Mireille va se rappeler longtemps du moment où les mains ont commencé à se lever pour appuyer la proposition. En septembre, lors de la seconde assemblée de l'année, les professeurs ont voté en majorité pour maintenir leur position, tant qu'ils ne seront pas compensés en tâches éducatives. La direction leur a répété alors qu'il n'y avait pas d'enveloppe budgétaire et que ces sorties étaient donc importantes pour les enfants. Mais la décision du personnel enseignant a été maintenue. Tout au long de l'année, des débats parfois houleux survenaient pendant les réunions du conseil d'établissement avec les parents, mais Mireille est toujours restée ferme et a expliqué que, comme pour toute autre profession, les profs ont le droit d'être payés pour leur temps de travail, que ce soit à l'école ou en sortie avec leurs élèves. Au début de l'année suivante, l'Assemblée enseignante a de nouveau voté pour cesser de faire des sorties. Mais cette fois, les parents du conseil d'établissement se sont mobilisés. Ils ont interpellé la direction à plusieurs reprises pour qu'elle prenne les mesures nécessaires afin que les enseignants fassent des sorties et, dans le cas contraire, ils feraient pression plus haut. En fin de compte, la pression des parents a permis que la compensation en temps présence élève pour les sorties éducatives soit finalement acceptée par la direction et mise en application. Tout le monde en est ressorti gagnant, les profs, les parents et les élèves. Il faut se rappeler qu'enseigner, c'est une profession, pas une vocation. Merci beaucoup, Télésino. Ça traduit mon âge. La raison pour laquelle on a choisi celui-là, il y en a plein, ils sont sur le site web de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. C'est vraiment dans le sens de faire un tour dans un récit quand même simple. C'est pas une question de s'opposer et de pas le faire et de pas vouloir. C'est de dire cette posture-là, d'affirmation professionnelle, de dire c'est pas parce que je veux pas en faire, c'est pas parce que je considère pas que c'est important, mais c'est important aussi que moi je sois reconnue, que mon travail soit reconnu, que le temps. Puis il y en a des solutions. Puis je suis pas à la défense des directions, mais je comprends que les directions disent il n'y a pas d'argent parce qu'ils se font répondre en haut qu'il n'y a pas d'argent puis il n'y a pas d'enveloppe budgétaire. Mais il y en a de l'argent. Ça dépend des choix qu'on fait. C'est toute une question de, quand on parle de changement puis d'adaptation, pour moi, c'est vraiment cette idée-là de la roue en mouvement pour changer le système et surtout pour faire en sorte, quand je suis rentrée tout à l'heure, Rosemary Charest disait des gens heureux, c'est des gens qui s'adaptent, c'est des gens qui sont flexibles, je pense qu'elle disait. Tu sais, cette idée-là de comment on peut penser que de refuser à des professionnels la reconnaissance de leur travail, ça va faire en sorte qu'ils vont être dédiés, puis heureux, puis motivés. Oui, peut-être que les gens vont dire « Ah, c'est pas grave, je vais le faire quand même », mais à un moment donné, ça mine, ça use. Fait que cette idée-là de prendre notre pouvoir d'agir collectif, pas pour se chicaner, pas pour... on n'est pas du tout à la Fédération, on n'a jamais travaillé comme ça. On est dans un syndicalisme intelligent, de dire c'est une question de reconnaître, dans le fond, nos forces comme travailleurs, travailleuses, nos droits, mais dans le sens de travailler ensemble, dans le sens de trouver des solutions, de faire en sorte d'améliorer. Qu'est-ce qui freine souvent le pouvoir d'agir collectif? Je pense que c'est toi qui es dans le PowerPoint, s'il vous plaît, Simon. Bien, c'est que la reconnaissance du travail des profs n'est pas toujours au rendez-vous, tant à l'interne qu'à l'externe. Ça, c'est des résultats qu'on a obtenus de notre recherche. Que le passage de l'action individuelle à l'action collective est souvent laborieux. Ça aussi, on doit sortir de ça. On est porté beaucoup, les profs, puis je m'inclus, à travailler notre petite affaire avec notre groupe, notre classe, nos affaires. Mais là, souvent, on participe au diviser pour mieux régner.
Alors, sortir de ces silos-là individuels, puis en parler, puis travailler ensemble. L'action collective, donc oui, c'est laborieux, hein? Prendre le bâton du pèlerin. Combien de fois on... Oh, je le ferai pas. Oh, c'est trop d'ouvrage. Mais dans le fond, l'investissement qu'on fait là, des dividendes importants peuvent venir pour justement être moins épuisés, pour justement être dans du sens. Hein? Moi, j'accroche souvent beaucoup de donner sens à ce qu'on fait comme travail. Oui, le fardeau de la preuve, hein, faire des démonstrations, monter des dossiers, le syndrome de la porte close, donc quand on se fait dire non, bien, de souvent pas s'arrêter au non, puis dire pourquoi non, puis y a-t-il un autre chemin qu'on pourrait prendre. Donc, ça prend de la patience. J'ai écrit, c'est un changement de posture souvent. On a de la difficulté à s'affirmer. Déjà, je vais vous parler d'un des outils qui était le premier, dans le fond, qu'on a créé à la Fédé. C'est un petit guide d'affirmation professionnelle. Moi, ce que j'entendais de mes profs, des personnes que je représentais, c'était beaucoup une difficulté de s'affirmer comme si on était méchant, pas fin, des syndicalistes méchants, réfractaires au changement. Non, c'est pas ça du tout, du tout. S'affirmer, puis je vais vous lire un extrait du petit guide qui porte comme sous-titre « De la nécessité de reprendre sa place ». Moi, quand j'entendais les membres, entre guillemets, décrire leur situation difficile, j'entendais aussi un paquet de choses qu'ils pouvaient faire, qu'ils étaient capables de faire, pas pour porter une responsabilité individuelle, mais pour porter une responsabilité collective, donc à la profession enseignante. Alors, on a écrit, l'affirmation, c'est savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. C'est exprimer ce que nous ressentons. L'affirmation professionnelle est une attitude intérieure qui consiste à croire que nous avons une valeur. C'est le pouvoir d'agir par rapport à ses besoins, à son environnement. Elle prend son origine dans la capacité d'énoncer clairement ce que l'on est, personnellement et professionnellement. Donc, on dit pour se défendre et se protéger, il faut donc être capable d'exprimer notre expertise, nos convictions et nos limites dans le respect de notre profession. Il faut même parfois apprendre à dire non. Ça, c'est dur. Dans le respect de notre contrat de travail, mais aussi de notre santé physique et psychologique. Puis, c'est même pas drôle, je fais une blague, mais c'est même pas drôle, mais c'est vrai qu'on a les défauts de nos qualités. Dans cet engouement-là hein, vers nos élèves, bien, cette espèce de don de soi-là, de posture, de vouloir être là, d'aimer, de prendre soin, bien, il faut penser à prendre soin de nous. Là encore, Mme Charest a terminé comme ça tantôt. Ça commence par nous. C'est un peu le masque à oxygène dans l'avion. Hein? Si on ne le met pas pour nous, on ne sera pas capable pour nos élèves. Fait qu'en quelque part, fait que ça a été le premier pas dans notre dossier de la santé mentale, parce que moi, tout ce que j'entendais par rapport aux besoins d'autonomie professionnelle des enseignants, bien, les 6 situations à risque tout à l'heure que Simon vous a présentées, c'est ça que je retrouvais. Vous dire aussi que dans les conditions favorables à l'action collective, bien, il y a la connaissance de l'organisation du travail, des ressources syndicales, des droits des profs, les habiletés pour les faire respecter. J'ai souvent dit aux profs, choisissez vos batailles. Oui, c'est l'autre diapo. Choisissez vos batailles, tout n'est pas d'égale valeur. Puis toujours travailler. Moi, je pense que une des clés de voûte, c'est de travailler pour améliorer le sort collectif. C'est vraiment de travailler le nous. C'est de sortir de « j'aimerais moi, je, dans ma classe, mon affaire à moi », sortir de la première personne du singulier à la première personne du pluriel, puis de travailler un peu plus sur le « nous ». Faut avoir le pouvoir, c'est encore, là, on n'arrête pas de citer Mme Charest, mais il y avait plein de liens avec notre présentation, la capacité puis la santé. Ça, c'est super important. Parce que quand on ne va pas bien, c'est bien dur d'aller demander de l'aide quand on ne va pas bien. Fait que justement, se tourner vers des collègues qui sont peut-être moins en difficulté. Toutes sortes de raisons pour lesquelles on a des bonnes puis des moins bonnes journées. Puis tout n'a pas trait à notre travail, là. Ça peut être aussi notre vie personnelle. Puis c'est ça, on est des êtres à part entière. Donc, il faut travailler sur notre capacité, notre santé, notre posture, donc l'affirmation, vouloir, agir, faire. Je trouve ça super important. Toutes les recherches qu'on a faites, tous les travaux qu'on a faits en santé mentale, c'est vraiment dans le sens de pouvoir d'agir, agir. Donc, passer à l'action, faire quelque chose avec ce qu'on vit, avec l'état dans lequel on n'est pas resté dans le chaudron d'eau bouillante. Puis pour ça, bien, utiliser des stratégies utiles.
Je peux vous dire que tous les profs qui ont participé à notre recherche en sont sortis galvanisés, en sont sortis tellement fiers d'eux, fiers d'elles. Vraiment, on a présenté ça dans nos instances, les gens ont été applaudis à tout rompre. Puis dans le fond, tout le monde a répondu, bien, c'est bien ordinaire ce que j'ai fait. J'ai d'autres collègues dans d'autres écoles qui ont fait d'autres choses. C'est correct, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on est tous capables de sortir de là. On est tous capables, dans le fond, d'agir sur notre milieu de travail. Je voulais vous dire aussi que ce qu'on a fait lorsqu'on a documenté tout ça, on a aussi regardé dans les traces qu'on a colligées, je dirais les enjeux CNESST. Tout à l'heure, tu as parlé de la loi. On a été très présents comme fédération dans les changements. On était très contents que les risques psychosociaux se retrouvent dans le nouveau texte de loi. Oui, toute la question de la violence psychologique aussi. Là, il y a des liens quand même à faire dans le dossier de la santé mentale. Travailler avec des alliés, dont les parents, rencontrer des groupes de parents, parce que tout le monde a y gagné, d'avoir des profs. Juste d'avoir des profs, juste qu'on en ait des profs dans chaque classe, parce qu'il y a des liens à faire. C'est pas vrai que l'exode, la pénurie, n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles on nous place. Parce que oui, il y en a qui fuient la marmite, puis vous savez, en grande quantité, malheureusement, dans les 5 premières années. Il y a quelque chose là. Donc, la mise en place de conditions socio-affectives, ça, c'est favorable à l'action collective, écoute, empathie, prise de parole. Ça va nous amener à notre prochain projet pilote. Vous dire comme dernier outil, et j'en ai apporté des copies, tout à l'heure, je vous les ai remis, ils sont à l'entrée. Donc, on a fait un second petit guide dont on est très, très fiers. Ça fait exprès, je ne mets pas la main dessus, le voilà. Alors, ça, c'était en juin dernier. Donc, quand j'ai quitté pour cette retraite bien méritée après 35 ans de loyaux services, c'est un petit guide santé mentale au travail. Alors, ça, c'est notre plus récente production. Donc, à la suite des récits de pratique, vous en avez entendu un. On a travaillé très fort. Alors, bien sûr, Simon, qui est ici, Simon Vivier, il y a Marcelo Balboa. Marcelo est là aussi, qui est là comme chercheur aussi, et Isabelle Ruelland. Donc, c'est l'équipe des 3 chercheurs qui travaillent avec nous. Donc, on a fait des résumés. À partir des 6 situations à risque, on a trouvé des récits de pratique qui s'y accollaient. Et pour aider les profs, on a fait des petites mises en situation et on leur a, dans un petit document, mis des exemples, dans le fond, de stratégies à utiliser s'ils se retrouvaient dans, par exemple, la situation à risque de la lourdeur de la tâche, le poids du trop, le poids du manque. Alors, à partir des récits de pratique, on est allé chercher ce que les profs ont donné comme exemple de stratégie, puis on a décidé de les partager en amont, donc pour prévenir quand arrive un problème, quand survient un problème, et pour rendre la situation durable. Donc, on a travaillé vraiment dans cet esprit-là. Alors, vous retrouvez, j'en ai apporté une trentaine qui sont à la porte, vous retrouvez donc des exemples qui sont issus, je l'ai dit encore, des récits de pratique des profs, de mise en situation pour chacune des 6 situations à risque. Et à la fin, on a aussi documenté le dossier des stratégies défensives, soit palliatives et de retrait. Fait qu'il y a 2 petites pages de texte là-dessus. Alors, c'est vraiment, en tout cas pour moi, pour nous, mais je le dis personnellement parce que je ne suis plus là. Donc, j'ai quitté vraiment en me disant, sentiment du devoir accompli, d'avoir fait quelque chose concrètement pour aider les profs. Je vais terminer dans mes diapos avec la démocratisation de l'organisation du travail, mais vu qu'il reste peu de temps, je vais te laisser terminer, conclure. Oui, parfait. Sur le projet pilote? Oui, parfait. Donc, ce que vient de nous présenter Nathalie, essentiellement, c'est le résultat de recherche. Là, tout ce que vous avez présenté dans les dernières diapos, c'est une analyse transversale de l'ensemble des récits de pratique qu'on a fait avec les enseignants et les enseignantes qui avaient déployé des actions collectives. Donc, c'est des conditions. Là, la prochaine étape pour nous, c'était de voir, OK, évidemment, les enseignants font quelque chose dans le quotidien pour agir sur leur milieu de travail. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler dans une perspective paritaire pour faire en sorte que l'ensemble des personnels, y compris les directions, soient partie prenante de ce qu'on a appelé la démocratisation de l'organisation du travail, mais essentiellement d'aménager
l'organisation du travail pour faire en sorte qu'elle soit viable pour la santé mentale des personnels scolaires. Donc, dans une perspective aussi de prévention des risques psychosociaux, la loi est arrivée. Donc, les centres de services scolaires, les écoles vont avoir à prévenir les risques psychosociaux. Donc, dans le cadre de l'entente qui a été négociée entre la FAE puis le CPNCF, on a élaboré un projet de recherche-intervention qui visait à mettre en discussion les situations de travail à risque qui sont vécues dans les établissements scolaires et à tenter de trouver collectivement des pistes de solutions pour pouvoir arriver à prévenir les problèmes de santé mentale au travail. L'idée, puis on s'est inspiré de travaux de nos collègues français, c'est d'installer d'une certaine manière une structure pérenne à même l'école, à même l'établissement scolaire, qui vise à soutenir une amélioration de l'organisation du travail en continu, là. On pourrait dire c'est aussi dans une perspective d'organisation apprenante, donc on pourrait le prendre par différentes entrées théoriques, mais l'idée c'est de dire à même l'école, est-ce qu'il peut y avoir une structure qui puisse permettre de mettre en discussion l'expérience du travail réel des enseignantes et des enseignants et qui fait souffrir et qui amène une usure, éventuellement une détérioration de la santé mentale? Donc, de documenter ces situations-là et de réfléchir ensemble à des solutions qui pourraient permettre de prévenir ces problèmes-là. Donc, un vaste projet de recherche-intervention, excusez-moi, j'essaie de me dépêcher, mettons, qui a été financé en collaboration avec le centre de CPNCF, la FAE, et on est 4 universités aussi impliquées, ainsi que l'INSPQ. On a déployé le projet pilote qui visait à développer et expérimenter un dispositif organisationnel de prévention des problèmes de santé mentale au travail, comme je le disais tout à l'heure. Donc, de l'expérimenter, de former les personnes qui allaient y participer et de les accompagner et finalement d'évaluer. Donc, grosso modo, les équipes de chercheurs ont suivi 12 établissements scolaires à travers le Québec. Donc, des établissements scolaires qui sont liés à des centres de services scolaires où il y a des syndicats liés à la Fédération autonome de l'enseignement. Donc, pendant toute l'année scolaire, on a suivi une équipe d'enseignantes et d'enseignants. Là, je vous présente la structure dans le schéma qui suit. Essentiellement, ça a l'air bien compliqué, ça ne l'est pas. CSMVQV, il faudrait trouver un meilleur acronyme, là, mais Comité santé mentale, qualité de vie et organisation du travail. Donc, essentiellement, là, c'est des enseignants qui ont été élus, choisis, nommés, dépendant des configurations, pour siéger sur ce comité-là, pour représenter leurs pairs. Ils ont le rôle de ce qu'on a appelé des référents métiers. Donc, ils doivent, d'une certaine manière, porter la parole de leurs collègues enseignants sur des situations de travail difficiles. Donc, aller voir les collègues, être attentif dans la salle à dîner, comment ça se passe, aller interpeller, ça va. Veux-tu me parler de la situation que tu vis en ce moment? Donc, faire un travail qu'on a appelé d'arpentage, aller prendre le pouls de l'école, mais aussi documenter les situations. Donc, le rôle des référents métiers, qui sont partie prenante du comité, c'est d'aller documenter les situations auprès de leurs collègues, les situations de travail à risque, de ramener ça à l'intérieur du comité et là, d'en traiter avec l'ensemble du comité. Bon, ben on a nos enseignants de français qui ont des difficultés particulières, la charge de correction est extrêmement élevée. OK, comment ça se vit de ton côté? Ah, ben nous autres, c'est l'examen 1 qui est particulièrement difficile, puis OK, non, nous autres, c'est pas ça. Et donc, de créer un dialogue pour essayer d'avoir une compréhension la plus fine possible de la situation, de manière à ce que la solution elle puisse être le plus possible adaptée. Et à l'intérieur de ce comité-là, la direction est là. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les problèmes ils soient... Oh, 1 minute, excellent, on va faire vite. L'idée dans les écoles, là, souvent, ce qui arrive, c'est que les enseignants, les enseignantes vivent un problème, puis ils vont aller voir la direction, puis ils vont s'attendre à ce que la direction règle le problème. Là, dans le fond, on responsabilise à la fois, puis là, j'utilise le mot responsabilise, mais c'est pas individuellement, mais c'est que le poids de la responsabilité du problème puisse porter sur l'ensemble de l'école. Et non pas juste la direction, mais de faire en sorte que les enseignantes, les enseignants aient une voix sur le type de solution qui va être trouvée, de manière à ce que ça puisse
être adapté. Donc, c'est d'une certaine manière un partage des responsabilités par rapport aux solutions qui doivent être trouvées. Donc, essentiellement, on a des référents métiers qui vont consulter leurs collègues, qui recueillent, qui documentent les situations de travail à risque. Ils reviennent dans le comité, ils en discutent, ils discutent de solutions, puis ensuite de ça, ils voient un plan d'action. Donc, essentiellement, l'esprit du projet, c'est celui-là. Donc, d'éviter que les situations de travail à risque, l'organisation qui travaille du travail qui génère de la souffrance, bien, devant ces affects-là dont on a parlé tout à l'heure, le fait de se sentir vulnérable, impuissant, puis tout ça, plutôt que de le prendre sur soi, bien, on le partage avec d'autres et on essaye de trouver des solutions pour prévenir à la source les problèmes. Essentiellement pour faire en sorte que le destin de la souffrance, ça ne soit pas la maladie, les stratégies défensives, mais ça soit un moteur d'action pour améliorer le milieu dans lequel on est. Quelques constats préliminaires, juste pour terminer. Améliorer la santé mentale, à quel niveau? Ce qu'on a remarqué, c'est que juste le fait d'être entendu, de pouvoir prendre la parole, d'avoir un interlocuteur pour les enseignants, les enseignantes qui s'adressent à leurs référents métiers, que de savoir que leur parole va être portée et qu'il y a des gens qui vont réellement s'attarder à la situation, c'est déjà un résultat, je dirais, en soi. Évidemment, le respect dans les échanges du comité en question, mais le respect dans les échanges avec les comités, la reconnaissance des pairs, la confiance en soi et l'entre-soi, la recherche collective de pistes d'action, ce sont des éléments qui ressortent comme étant particulièrement importants pour qu'il puisse y avoir un travail efficace qui soit fait avec ce comité-là. On souhaite évidemment participer à la modification de l'organisation du travail, à améliorer l'environnement de travail. Et ce qu'on constate, c'est que il y a un nécessaire changement de posture. Je le disais tout à l'heure, dans les écoles, là, souvent, tu as les enseignants qui vivent des problèmes, qui amènent les problèmes à la direction, puis la direction dit, venez pas avec votre liste de problèmes, et la réaction défensive à ça, c'est, si tu m'amènes un problème, amène-moi une solution. Donc, on n'est pas dans une dynamique constructive lorsqu'on se trouve de ce côté-là. Donc, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir un changement de posture pour s'écouter dans notre réalité professionnelle respective. Donc, évidemment, on souhaite atténuer les risques psychosociaux, soutenir la possibilité d'un travail de qualité à ses yeux. Puis je te laisse terminer, Nathalie, avec les 2 derniers points. Oui. Favoriser le sentiment d'accomplissement professionnel, oui, c'est une finalité. On revient, le sens au travail, la satisfaction, mais surtout, fortifier l'identité, l'estime de soi collective de la profession. Pour moi, c'est un des plus beaux objectifs. Et je termine avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bon pour tout le monde parce que l'idée, c'est oui de retenir en emploi les profs, freiner l'exode des 2 extrémités, tant au début qu'à la fin de la carrière, mais surtout attirer les étudiantes, les étudiants vers cette merveilleuse profession. Merci. Alors, merci. Donc, on serait prêt à passer à la période de questions. Alors, il y a des personnes qui peuvent en formuler en ligne. À date, il n'y en avait pas. Puis pour les personnes en présence, je vous invite à vous présenter au micro. On va y aller en alternance. Je vous demanderai aussi d'être concis là, dans la formulation pour traiter le plus de questions possible. Alors, qui est prête à briser la glace? Je vous demande de vous nommer. Oui, Réjeanne Falardeau, candidate au doctorat en psychopédagogie à l'Université Laval. Alors, moi, je vais apporter un exemple d'affirmation professionnelle. En 1988, d'abord, j'ai 39 ans d'expérience au primaire. Vers les années 1988, on parlait des dangers de la fumée secondaire et ça a été un combat à mon école. Ce qui fait qu'un matin, le 8 mars 1989, je vois sur mon bureau, vous allez être surpris, vous autres aussi, un pénis qui éjacule dans une pipe. Alors, je suis bouleversée, j'ai de la colère, je vais rejoindre mes collègues de travail et je ne suis pas capable d'être présente à mes élèves cette journée-là. J'ai été coupée de salaire parce que j'ai refusé de travailler. À l'époque, j'avais parlé à mon syndicat et mon syndicat n'avait rien fait, aucun soutien. Depuis peut-être 92-95, le syndicat a une belle protection pour ça.
Et je réalisais à quel point on banalisait et on banalise encore la souffrance psychologique. J'ai pris le cours Prévention de la violence en milieu scolaire qui se donne en ligne à l'Université Laval. Et je me disais, je suis arrivée à comment aider les victimes. Des programmes de prévention, il y en a beaucoup. Mais comment aider les victimes tant au niveau des adultes qu'aux élèves? Alors, le concept de ma recherche est sur la résilience. Tout à l'heure, Mme Charest a parlé de la résilience collective. Je suis allée la voir par la suite. Et avant d'arriver à une résilience collective, on se doit de passer par une résilience personnelle. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des formations qui soient offertes, même au niveau du baccalauréat en enseignement, pour connaître le processus de résilience. On a parlé émotions, c'est certain. Soutien, on en a besoin. Et la personne qui connaît le processus de résilience, c'est une aide personnelle et inévitablement, il y a des répercussions sur les élèves, ses collègues et les parents. Merci. Alors, toujours pas en ligne de questions? Non. Ouais. Allez-y. Oui, bonjour. Mon nom est Mélanie Rioux. Je suis enseignante au primaire depuis 22 ans. Alors, je ne cacherai pas que c'est un sujet qui est un peu anxiogène ce matin parce que l'image de la grenouille dans le chaudron, là, ça me parle vraiment beaucoup. Puis l'impression que j'ai, c'est qu'on a tellement chauffé l'eau du chaudron que là, les grenouilles commencent à sortir. Puis plus ils sortent, plus l'eau devient chaude. Moi, je travaille dans un milieu qui est super engagé, super passionné, avec des collègues qui sont là depuis longtemps. Et j'ai jamais autant entendu autour de moi des enseignants qui se questionnent sur l'avenir de leur profession. Puis ça me préoccupe énormément. Madame Morel a parlé tantôt là, des enseignants qui quittent dans les 5 premières années, mais on n'en est plus juste là. On a des enseignants d'expérience qui s'en vont. Puis moi, je suis très inquiète de cette perte d'expertise-là. L'histoire de Mireille, moi, ça me parlait beaucoup, mais ce qui devient difficile, c'est que l'histoire de Mireille, c'est x100 dans tous les contextes. Puis à un moment donné, dans un contexte où la stratégie palliative qui a été mise le plus en application, c'est de travailler dans l'urgence, bien, on n'a plus ce temps de réflexion-là pour prendre un pas de recul puis dire qu'est-ce que je priorise. Donc, c'est ça. Moi, je pense que ce dont les gens du milieu ont le plus besoin actuellement, parce que les gens qui songent à quitter, c'est pas juste des gens qui... Tu sais, là-dedans, il y a des profs qui ont des super belles relations avec leurs élèves, avec leurs parents, mais on a besoin d'espoir. On a besoin d'espoir que la situation va s'améliorer pour garder cette énergie-là et rester en place. Alors, voilà. Merci. Alors, il y avait un commentaire dans le clavardage. On vous remerciait pour une présentation intéressante et pertinente. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent partager des questions, profiter de la présence de nos conférenciers pour échanger. Alors, oui, madame. Bonjour. Bonjour. Dire que j'ai pas besoin de ça pantoute pour me faire entendre. En plus, bonjour, je suis Karine Nantel, enseignante de 6e année, vice-présidente de mon syndicat local depuis 8 ans. Effectivement, le commentaire de la dame est extrêmement porteur d'espoir. Et ce que vous nous avez présenté ce matin, bien que ma concentration a été plutôt dirigée vers mon téléphone cellulaire, ce matin, elle s'appelle Geneviève, elle a 25 ans d'expérience. C'est une amie personnelle que je suis depuis 3 semaines, qui est en grande souffrance, et elle vient de quitter le bateau. Cette Geneviève a demandé de l'aide, a mobilisé des collègues, a demandé le soutien de son syndicat, ce que nous lui avons offert. Et malheureusement, le constat, c'est un constat d'échec. Et j'ai envie de vous dire que des conférences comme ce matin, c'est vrai que c'est troublant, parce que c'est tellement vrai. L'histoire de la grenouille, on l'utilise souvent dans nos tournées d'école. Hein. Vous êtes une ancienne représentante syndicale. On l'utilise souvent et ça parle beaucoup, ça nous fait sourire. Mais ce matin, c'est la première fois par le chercheur que j'ai entendu dire « Et si on avait du contrôle sur le thermostat? » Et ça, c'est rempli d'humour, mais c'est une analogie qui est quand même extraordinaire. Je pense
je suis convaincue qu'on a du contrôle sur ce foutu thermostat. Et j'invite les enseignantes, les enseignants aussi, nos collègues masculins, qui sont malheureusement pas assez présents dans nos écoles primaires. Je suis accompagnée d'un ce matin et je le salue. On avait une discussion hier soir à cet effet. Peut-être qu'on a, vous avez parlé de culpabilité dans votre présentation, peut-être qu'on a ça un petit peu trop fort, hein, la culpabilité chez certaines d'entre nous, certaines, et on la sent peut-être moins présente, cette culpabilité-là, peut-être c'est une généralité de ma part là, chez les hommes. Alors, à leur contact, des fois, on grandit comme intervenante scolaire. Ce que j'ai envie de retenir de votre présentation ce matin, c'est l'action collective. Moi, ça me drive depuis des années. L'an 1 de mon contrat à 30% dans une école primaire en 3e année, j'étais représentante syndicale de mon école parce que personne ne voulait l'être. 24 ans plus tard, je suis vice-présidente d'un syndicat et l'action collective, elle est porteuse, surtout dans ce dossier-là. Alors, je vous remercie infiniment de cette lumière, malgré que c'est confrontant ce matin. Et j'en appelle à d'autres investissements de temps, de recherche sur ce dossier. Nous en avons bien besoin collectivement. Je vous remercie. Oui, ben, tout à fait. Voulais-tu y aller en premier? D'accord. Ouais. Ça fonctionne, oui. Merci beaucoup. Deux choses. Ben pour moi, je pense que comme prof, cette idée-là d'avoir un pouvoir d'agir collectif, il faut aussi beaucoup se parler que c'est pas antinomique avec le fait d'être un bon prof, puis d'être féru de pédagogie, puis d'aimer nos élèves. Et pour moi, ça aussi, ça opère d'un changement de posture. Je n'ai jamais exercé un syndicalisme qui était contre. J'ai toujours exercé un syndicalisme qui était pour être capable d'exprimer mes idées, pour être capable de dire oui, j'ai de la valeur et surtout, écoutez-moi parce que c'est moi qui est dans la classe devant mes élèves. Puis cette idée-là, je pense, parce que vous parlez de devenir délégué syndical, au-delà de la question syndicale, c'est la question de représentation. Puis ça, on peut tous faire ça individuellement. Moi, j'ai toujours dit la mobilisation, là, qui est vue comme c'est des plans d'action là, en égo. Non, non, non. C'est quotidien. La mobilisation, c'est une posture. C'est comment je me présente dans mon travail. Qu'est-ce que j'ose dire, faire? C'est vraiment ça. Moi, j'y crois là, à 200 000 à l'heure. C'est cette idée-là de dire... C'est par l'affirmation de soi, pas contre les autres. Et certainement pas pour dire aux autres, c'est de ta faute. C'est pas ça, on n'est pas là-dedans, mais on a cette fâcheuse tendance-là à trouver des coupables. Puis, alors pour moi, c'est super important qu'on arrête d'opposer, s'occuper de soi, de sa profession, et d'être des bons pédagogues et des bons profs. Je pense que là, il y a une grande piste de travail à faire. Oui, merci pour les commentaires, témoignages. Je suis toujours extrêmement touché, troublé d'entendre des histoires comme celle-là, de dire que peu importe évidemment les personnes qui quittent, là, mais il y a des personnes qu'on trouve particulièrement attachantes puis qu'on se dit, mon Dieu, qu'on perd une expertise. Je trouve ça terrifiant, véritablement. Je suis complètement d'accord avec Mme Rioux, on a besoin d'espoir. Moi, l'espoir, une des parties de l'espoir que je vois, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine-là, puis quand je fais des présentations, évidemment, je suis pas jojo, là. Je sais que je parle de souffrance, je sais que la souffrance, c'est connoté, puis je sais que c'est dur à entendre, mais en même temps, comme le disait Nathalie, il faut aussi regarder les choses lucidement, puis travailler essentiellement à trouver des solutions aux problèmes qui sont vécus. Cela étant dit, donc, je disais, pour moi, il y a de l'espoir parce qu'on a été capable de documenter avec la FAE qu'est-ce qui fait en sorte quelqu'un qui veut effectivement s'affirmer professionnellement puis participer à un changement à l'intérieur de son établissement, bien, il y a un certain nombre de conditions
qu'on a réussi à documenter et que la FAE a magistralement mis dans un petit guide, dans 2 petits guides d'affirmation professionnelle, puis un guide de santé mentale. C'est des super outils. Puis c'est un point de départ pour les enseignantes et les enseignants qui, collectivement, individuellement, veulent faire un pas dans cette direction-là. Mais ce qui me donne, je dirais, encore plus d'espoir, c'est qu'on n'est plus dans un dialogue de sourds. Autrefois, il pouvait y avoir une tendance de la part des directions de sentir qu'ils étaient menacés là-dedans. Je ne sens, il y a encore de la résistance partout, des 2 côtés, mais il y en a moins. Et moi, je trouve tout à fait magnifique que la FAE, avec le CPNCF, le ministère de l'Éducation, la Fédération des centres de services scolaires, les 2 ont reconnu qu'il y a un problème et il faut faire baisser le thermostat collectivement. Donc, ça, là, que des 2 côtés, partie syndicale, partie patronale, on reconnaît qu'il y a un problème et qu'il faut agir sur la question des risques psychosociaux, là, pour le dire de cette manière-là. Mais pour moi, ça en donne l'espoir. Est-ce qu'on en prendrait plus? Évidemment. Mais je pense que ça, c'est un pas qui est dans la bonne direction. Sur la question rapidement de l'émotion, la culpabilité, là, on a, puis ça c'est généralisé, là, la manière de réagir aux événements, on va réagir par différentes émotions. Là. Puis le plus souvent et trop souvent, on va être porté à prendre sur soi. Et donc l'émotion qui vient avec ça, c'est la culpabilité. Mais pour une même situation, ça peut aussi parfois être la colère. Puis la colère, c'est pas grave. C'est une émotion tout à fait valide. Il faut voir comment la canaliser. L'indignation, c'est une émotion tout à fait valide, mais il faut voir comment la canaliser. Donc, ces émotions-là peuvent être un point de départ pour asseoir des actions d'affirmation professionnelle. Je vois Sylvain qui est dans la cause, qui est dans la salle. Travailler à l'affirmation professionnelle, ce n'est pas être contre rien, c'est être pour le système éducatif, faire en sorte que ça puisse bien fonctionner au bénéfice de tout le monde. Moi, je vais travailler à mon affirmation de, tout à fait. Maître de cérémonie, en profitant de l'occasion pour vous remercier, Nathalie, Simon, pour la présentation. Merci aux participants dans la salle et à distance. Et ce que je retiens d'espoir, c'est un dialogue. Oui. Et aussi une responsabilité partagée. Nous, on parle de créer des ponts. Alors, dans l'identification des problèmes, mais dans les solutions à chercher ensemble. Alors, c'est comme ça qu'on peut contribuer à dénouer, puis à s'aider collectivement.